Bonjour. Vous auriez mieux fait d'attendre la fin pour applaudir. Hein. Mais enfin, bon, c'est comme au concert. Vous savez, un chanteur commence une chanson qu'on connaît, aussitôt on applaudit. C'est pas le chanteur qu'on applaudit, c'est nous-mêmes parce qu'on s'applaudit d'avoir reconnu la chanson. Bon, alors, merci d'être venu. C'est vrai, Claude a projeté le programme du Congrès de Paris. En fait, je vais faire une introduction au programme puisque je vais parler un peu en 28 minutes, comme je l'ai dit, des racines et du futur aussi de la conscience. C'est une gageure parce que parler de cet espace-là en si peu de temps, on va essayer quand même. Où en est votre conscience en ce moment? Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé ici? Et votre conscience, où est-elle posée en ce moment? Alors certains, ils ont leur conscience pour le moment posée encore sur moi. Il faut tenir encore 27 minutes, c'est-à-dire vous me regardez, vous m'écoutez, vous m'entendez. Il y en a d'autres, ils se disent, tiens, cette photo-là, ça me rappelle les Pyrénées, un béret pyrénéen, ça me rappelle une randonnée, des choses comme ça. Il y en a d'autres, ils commencent à se dire, tiens, où est-ce que je vais aller manger à midi? Donc leur conscience, elle est tournée déjà vers un futur immédiat. Ou alors, à quel atelier vais-je aller? Est-ce que je vais aller revoir Géraldine que j'ai vue hier ou est-ce que je vais voir autre chose, etc. Il y en a d'autres, ils sont attentifs à toutes les personnes qui arrivent parce qu'ils attendent quelqu'un pour qu'ils ont réservé une place et cette personne n'est pas encore là. Et tout cela, finalement, c'est lié à un fait que j'observe en face de moi. Et là, je vais vous demander pendant quelques secondes de suivre l'ordre que je vous donne. Ne bougez plus, ne bougez plus. Même ceux qui sont là-haut qui avancent. Non, ne bougez plus. Restez immobile. Et en restant immobile, vous fixez votre conscience à l'endroit où elle était placée tout à l'heure. Certains sur moi, d'autres où est-ce que je vais aller manger, d'autres il m'a fixé mais je ne vois pas la personne qui risque d'arriver, etc. Nous allons reparler car nous allons voir que c'est le futur, l'actualité et le futur de la conscience, cet exercice. Vous avez le droit de bouger maintenant. Hein. Voilà. Ah, aussitôt, vous voyez, ça soulage, hein, parce qu'il y en a qui seraient restés comme ça pendant 26 minutes encore. Non. Et oui, le fait de bouger, vous sentez comme ça soulage sur le plan conscience. La conscience redevient fluide, car la conscience, on va le voir, a besoin de motricité. La conscience, il faut dire, c'est un concept très récent dans notre histoire de notre humanité moderne. Notre humanité moderne, sur le plan historique, qui commence il y a peut-être 5000 ans, 6000 ans, pas plus, alors que l'homme à 7 millions d'années. La femme, un jour de moins, puisqu'elle a été créée le lendemain en sortant de la côte d'Adam. Bon, mais ça, c'est autre chose. Alors, la conscience, oui, quand on voit ça, justement, pendant très très longtemps, depuis la nuit des temps, la conscience, c'était ça. C'était un bon petit ange que j'ai du côté, là, qui est ma bonne conscience, et de l'autre côté, le petit diable, le bien, le mal, qui a été popularisé en Italie, la patrie de mes ancêtres, par Pinocchio et Geppetto, qui était la conscience de Pinocchio, qui lui montrait le bon chemin et comment éviter le mauvais chemin. Et ça a été comme ça, je dirais, pendant des siècles, depuis Platon jusqu'au XVIIe siècle, où est arrivé John Locke. John Locke, c'est un homme extraordinaire sur le plan de la philosophie. C'est lui qui a influencé Voltaire, c'est lui qui a influencé Rousseau, et c'est dans son œuvre, l'essai sur l'entendement, concernant l'entendement humain, en 1690, que pour la première fois, le mot conscience a été écrit, je dirais, de façon consciente. C'était le self, le soi, le moi-même, c'était la conscience finalement identitaire, et on le doit donc à cet Anglais, à ce philosophe anglais John Locke. John Locke, qui a influencé aussi Jean-Jacques Rousseau, qui, quelques décennies après, à la suite, en suivant l'œuvre de Locke, a réintroduit cette notion de morale, de conscience morale, avec la notion de bon sauvage que vous connaissez tous. On est naturellement bon, comme le bon sauvage, et cette âme pure, morale, qui est capable de discerner le bien et le mal, en fait, elle va être modifiée tout au long de notre vie. Par l'éducation, c'est une de ses grandes œuvres, l'Émile ou de l'éducation, mais aussi par la société, c'est sa deuxième grande œuvre, le contrat social, et aussi il y a la possibilité de rééduquer cette mauvaise orientation finalement de la conscience par la rêverie. Ce sont les rêveries du promeneur solitaire. Et nous verrons que Rousseau, avec 3 siècles d'avance, était tout à fait moderne avec cette introduction de l'espace de rêverie dans la réorientation de la conscience. Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de conscience sans parler de Schopenhauer, qui a consacré vraiment toute sa vie à
l'étude sur la conscience et l'étude aussi, les premières études, on va le voir sur l'inconscient. Dans son œuvre Princeps, Le monde comme volonté, comme représentation, il introduit cette notion de volonté dans l'orientation de la conscience, une conscience qui nous permet de nous représenter le monde dans sa réalité. Cette phrase que je vous soumets, pour ceux qui comprennent l'espagnol, vous avez la capacité de la lire, mais n'y consacrez pas trop vos neurones dessus, parce que j'y ai réfléchi une fois dans un cours de philosophie, et ça m'a empêché de dormir pendant 3 nuits. Alors, le suivant, c'est Lord Henry Home. Il n'est pas très connu, et pourtant, cet homme-là, c'est un Écossais, un philosophe écossais. Il a eu une énorme influence sur Voltaire. Voltaire parlait du bon et brave Lord Home, qui est considéré un petit peu, je dirais, comme son maître, comme son mentor. Et lui, c'est le premier qui, en 1778, regardez bien la date, 1778, dans son œuvre qui s'appelle Les éléments de critique, a développé la notion d'inconscient. Vous voyez que l'inconscient, il vient de loin, il vient de près de 3 siècles en arrière. Cette notion d'inconscient qui va être reprise une 60aine d'années après, ça vous le connaissez, par Edward von Hartmann, qui va écrire ce livre Princeps, que certains d'entre vous, ceux qui s'intéressent à la conscience, ont lu dans l'histoire de la conscience ou de l'inconscient. C'est la philosophie de l'inconscient, la phénoménologie de l'inconscient. Et cette œuvre va avoir une influence considérable à la fin du XIXe siècle, notamment sur Breuer, dont elle va orienter la pensée, aussi sur Bernheim, que vous connaissez bien, sur Delboeuf, un philosophe belge aussi, qui a eu une grosse influence sur Charcot et sur Charcot lui-même. Et c'est à partir de cette œuvre-là que la notion d'inconscient va prendre forme. Elle va prendre forme chez Charcot, par exemple, où on a découvert assez récemment, et Catherine Bouchara a participé un petit peu à cette découverte, les œuvres de Charcot. Et Charcot, en 1880, a dessiné ce mandala, cette représentation plane de la conscience et de l'inconscient. À l'extérieur du cercle, vous avez la conscience, le cercle de la conscience, avec dessus les 5 sens qui permettent, ces 5 sens finalement, de capter les informations qui viennent du monde extérieur. Et puis au centre, il a placé quelque chose, le moi, le self, l'inconscient. Il ne savait pas très bien où le mettre. C'est à la suite de discussions à partir de l'œuvre que je vous ai montrée précédemment et de discussions avec Delboeuf, qu'il a créé ce schéma dans lequel on voit pour la première fois, de façon réelle et plane, la représentation du conscient et de l'inconscient. Nous sommes en 1880 et la date a son importance, car si au 0 de 80, vous rajoutez la petite queue qui le transforme en 1886, vous avez l'année où un jeune psychiatre dont le prénom est Sigmund, je ne me rappelle plus le nom, qui vient d'Autriche, qui vient de Vienne, vient chez Charcot pour apprendre justement l'hypnose que nous connaissons, nous, bien. Et Freud, donc, va discuter avec Charcot autour de ce dessin, ce qui va permettre une dizaine d'années après à Freud de sortir son système qui a accompagné l'humanité pendant 80-90 années, jusqu'aux années, disons, 2000 à peu près, oui, chez nous même, jusqu'à 2014. On retrouve dans ce schéma la notion de conscience qui est à la périphérie, avec les yeux, les oreilles, de la peau, pour prendre conscience des informations qui viennent de l'extérieur. Et puis au centre, dans une zone cloisonnée, l'inconscient, qui contient tout ce que contient l'inconscient freudien, que vous connaissez, entouré par une barrière qui est la barrière du préconscient, mais qui permet à certains moments quand même à ce qui est dans l'inconscient, un peu comme un volcan en éruption, de temps en temps, de faire sortir quelque chose qui sera peut-être un peu plus du négatif que du positif, quelque chose qui nous fera faire un acte manqué, un lapsus, ou des éléments comme ça que vous connaissez. Alors on progresse dans cette histoire de la conscience et on passe rapidement ces 70-90 années très orientées par le couple conscient-inconscient qui va exploser dans les années 2000 à partir des travaux de Gérard Edelman, qui a eu le prix Nobel pour cela, vous connaissez ses travaux. Christopher Frith, qui est un des plus brillants en ce moment, neuropsychologue qui travaille sur le problème de la conscience. Et puis Damasio, Nakache et Dehaene, que j'associe. Et donc ce sont leurs travaux, le travaux de ces 5 grands pionniers. Il y en a d'autres, bien sûr, que je ne cite pas car on n'a pas le temps dans l'espace de cette demi-heure, qui vont aboutir à cette nouvelle conception de la conscience qui nous occupe maintenant et qui occupe notre pensée et aussi notre pratique clinique. C'est ce qu'ils appellent
le vecteur de la conscience. Alors, première révolution, la conscience n'est plus représentée de façon plane, mais elle est représentée comme un espace sphérique. Et c'est d'une logique époustouflante. Notre corps est tridimensionnel, et si on veut représenter quelque chose qui est la conscience, qui est de l'ordre de la réalité, il faut qu'on ait une représentation symbolique, théorique, tridimensionnelle. Et donc, vous avez tous une sphère qui est la sphère de votre conscience. Et dans la sphère de cette conscience, vous avez un rayon qui est un vecteur. L'avantage d'un vecteur, c'est qu'il peut partir du centre, être plus ou moins long, il peut aller jusqu'à la périphérie et il peut explorer tout l'espace de la sphère. En ce moment, la sphère de ma conscience, elle est située sur ce point-là. Ce point-là, c'est vous. Je suis conscient que je vous parle, et donc ma conscience est tournée vers le groupe. Et puis d'un seul coup, je pense, à cause de la photo dans les Pyrénées, je pense à ce mois de juillet où je serai dans les Pyrénées, eh bien hop, ma conscience, elle vient ici, à un autre endroit, très rapidement. Et quand je suis dans les Pyrénées, pendant 1/10 de seconde, je ne suis plus avec vous. Ça, c'est la grande révolution, et vous connaissez cela, c'est la publication dans Science en 2010 qui a été une révolution dans les neurosciences et qui nous a beaucoup occupés et préoccupés. La publication de Coqueline et de Charon qui ont montré que notre conscience ne peut être posée que sur un seul endroit à la fois. Jusqu'à présent, on disait on peut faire 2, 3 choses à la fois, dissociation, expansion, tout ce que l'on veut. Que nenni. Maintenant, les neurosciences le montrent, et depuis cette publication dans Science, il y a eu d'autres publications, mais je montre la publication Princeps, on ne peut faire qu'une chose à la fois. Alors ça fait hurler dans ma famille, parce que ma femme, mes filles me disent, mais nous faisons 1000 choses à la fois. Et c'est vrai que vous, les femmes, vous faites plusieurs choses à la fois. Vous pouvez repasser la chemise de votre mari, tout en téléphonant à la copine, et en vous occupant du lardon qui vient de naître, là, qui est dans vos pieds. 3 choses à la fois. Et puis d'un seul coup, ah bon? Quoi? François? Valérie? Non, Julie? Non, 20 ans de moins? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Psh, psh. Et là, la chemise, elle y passe. Parce qu'on a apparemment la capacité de faire 3 choses à la fois lorsque notre conscience va sans arrêt du téléphone, du fer et du bambin. Sans arrêt, et on ne s'en rend pas compte. Mais on est dans l'impossibilité de faire les 3. Et lorsque la conscience se fixe sur un paramètre, eh bien, elle reste fixée et les autres, ils deviennent immobiles. C'est l'arrêt de la motricité. Et ça, on le savait, c'était le bon sens, tout simplement. Et donc maintenant, on passe d'une conscience ponctuelle, là je suis fixé sur vous, mais de temps en temps je vais dans les Pyrénées ou je vais ailleurs, ou je vais chercher un exemple dans ma tête, c'est la conscience activée, c'est-à-dire je vais de point en point, j'explore cet espace, jusqu'à la conscience globale. Et ce mindfulness, finalement, c'est un mot extraordinairement juste. Le mot hypnose est peut-être un peu dépassé avec cette référence au sommeil. Et cette conscience globale activée, c'est la capacité qu'on a sans arrêt d'être hyper performant, de partir partout dans notre conscience ou dans notre tête pour aller chercher l'élément qui nous permet de mieux communiquer ou de mieux résoudre le problème. Alors tout ceci a été synthétisé à partir des chercheurs que je vous ai cités tout à l'heure, par Changeux, Nakache, Dehaene et Gersberg, dans ce modèle de l'espace de travail neuronal global. Je regarde où j'en suis, on a commencé un peu en retard, donc j'ai encore un petit peu d'espace, donc je vais vous le présenter. Cet espace de travail global, c'est la nouvelle représentation de la conscience. Il existe depuis 1997 et on ne le voit apparaître dans les congrès que depuis 2 ou 3 ans. Auparavant, on ne le voyait pas. Il était resté dans les laboratoires des chercheurs et pourtant, il a révolutionné notre pratique, comme je le montrerai dans mon atelier demain. Je n'aurai pas le temps de le montrer ici. Alors, c'est quoi ce secteur? Regardez-le juste quelques instants. Tout à l'heure, je vous ai demandé de prendre conscience de l'endroit où était posée votre conscience. Si elle était posée sur moi, vous m'écoutiez, vous me regardiez, vous étiez dans la sensorialité, dans le présent tout simplement, en train de recueillir des informations de l'extérieur qui allaient dans cet espace de travail central. Et puis certaines images vous ont rappelé des images du passé, peut-être vous m'avez vu dans un congrès passé, ça vous a rappelé Strasbourg, Brême, des choses comme ça. Vous avez fait le lien avec la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire vous avez réactivé la mémoire qui a nourri cet espace de travail global. Et puis là, vous pensez déjà, bon, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir, dans quel atelier je vais aller cet après-midi, de temps en temps. Vous regardez votre programme, et bien là, c'est votre boussole du désir. À certains moments, la conscience est orientée justement par ce que je vais faire
dans un futur très proche ou moyennement proche. Et puis il y a aussi le système attentionnel, quatrième partie de la conscience, l'alarme. C'est quoi ce système attentionnel? Je vais vous donner un exemple concret. Il est 21h, je suis devant ma télé, sur le canapé, ma femme est à côté de moi, on regarde un film lénifiant, on va perdre 3 heures sans s'en rendre compte. Et d'un seul coup, ma femme bondit, elle s'en va, je la vois qui monte l'étage, je me dis, elle n'a pas de problème de prostate, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive 3 minutes après, elle me dit, c'était rien, il avait perdu sa tétine. En fait, elle avait entendu le petit-fils qu'on gardait au premier étage avec un petit vagissement. Moi, je ne l'avais pas entendu. Pourquoi? Parce que ce système d'alarme, ce système attentionnel, il est très éveillé chez les mamans et chez les grands-mères et moins éveillé chez les pères et chez les grands-pères. C'est un système qui existe chez nous et qui se met en marche lorsqu'il y a un danger qui nous concerne ou qui concerne quelque chose auquel on tient. Eh bien, en ce moment, par exemple, s'il y avait une alarme, croyez-moi, vous laisseriez tomber le père Becchio et vous iriez tous vers la sortie. C'est le système attentionnel, qui, heureusement, ne s'active pas tout le temps, sauf chez le paranoïaque. J'en vois 2 ou 3 qui regardent à droite et à gauche, qui écoutent si le système d'alarme ne va pas arriver. Ça, ce sont les paranoïaques, disons, pour lesquels tout est danger dans la vie, vous le savez. Et tout cela, avec le 5e secteur qui est le plus important, c'est la motricité. Car si vous voyez, il y a les 4 flèches. Elles vont vers l'intérieur, elles nourrissent l'espace de travail central, et il y en a une seule qui va vers l'extérieur. Donc celle-là, elle vaut les 4. Et comme l'a dit Friff, comme l'a dit Nakache, la conscience, c'est un système homéostasique. Il reçoit des informations, mais doit en donner autant qu'il en reçoit, parce que sinon, il explose. Il y a un équilibre qui doit se faire. Et cet équilibre, pour nous, est intéressant. Et cet équilibre, il passe par la motricité. Tout à l'heure, quand je me suis amusé à bloquer votre motricité, vous avez ressenti au bout d'un moment l'inconfort. Et quand je vous ai dit que vous pouvez bouger, d'un seul coup, j'ai entendu des oufs de soulagement. Parce que si je vous interdisais de bouger, eh bien, vous seriez très inconfortable. Parce qu'on bouge sans arrêt. Lorsque je reçois des informations qui sont intéressantes, eh je bouge en écrivant. Lorsque la mémoire revient, je m'arrête d'écrire. Eh bien, c'est la motricité aussi, parce que lorsque la motricité stoppe, c'est une forme de motricité. Et lorsque je veux savoir où je vais aller manger, eh bien, en faisant semblant d'écouter le père Becchio, je regarde mon guide du routard, motricité. Et puis quand j'entends une alarme, eh bien là je fuis, motricité. La motricité est intimement liée à la conscience. Et ça, on le savait depuis longtemps. Spinoza nous l'avait dit. Il nous avait dit que lorsque mon esprit ne va pas bien, finalement que ma conscience n'est pas au milieu de sa forme, que faut-il faire? Il faut que je mette mon corps en mouvement. Et en mettant mon corps en mouvement, je rentre dans l'espace de l'hyperperception, je perçois plus de choses à la fois, et cette hyperperception permet à mon esprit de s'organiser. Tu vas mal? Tu es déprimé? Ne fais pas comme le penseur de Rodin, que Claude nous a montré hier. Pour moi, le penseur de Rodin, c'est un déprimé, c'est un obsessionnel. D'ailleurs, il n'a pas bougé depuis 120 ans, et ce n'est pas comme ça qu'il va sortir de son problème. Là, comme nous le dit Spinoza, si tu ne vas pas bien, mets ton corps en action, tu ouvres tes 6 sens, puisque la proprioception est le 6e sens admis maintenant, et là, ton esprit s'organise. Et tout ceci était connu depuis la nuit des temps, puisque Aristote lui-même, grand maître de Spinoza, disait que le bonheur, parce qu'il est l'accomplissement de soi, résulte non pas de mes pensées, ni de ma conscience, ni de mon intelligence, ni de ma logique, mais de mes actions. Et on voit donc que cette action, elle est primordiale chez nous aussi, et cette action, elle se prépare dans cet espace de travail global, de travail central. Dans cet espace de travail central, donc, va naître la motricité, qui sera une réponse verbale, une réponse corporelle, mais qui sera toujours une réponse adaptée de notre conscience. Cet espace de travail global, finalement, on peut dire que c'est l'équivalent de la notion d'inconscient bienveillant ou de non-conscient bienveillant, que l'on trouve chez le philosophe de la joie, chez Spinoza. Il appelle ça le conatus, une force de vie qui est en nous et qui nous organise, et qui organise notre conscience et qui l'oriente vers la joie le plus souvent. On le retrouve aussi dans les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, où Rousseau, en parlant de la conscience altérée par l'éducation, altérée par la culture, par la société, peut se réorienter de façon positive, agréable et confortable en partant vers un espace de rêverie, vers une promenade. Promenade, action, randonnée, encore une fois. Et bien sûr, on retrouve cette notion d'inconscient bienveillant chez notre maître à tous, Milton Erickson, qui a eu l'intuition géniale, à une époque où la pensée freudienne prédominait, de sortir de cette pensée freudienne un petit peu peau de bananesque, disons, pour nous décrire
un inconscient et une conscience finalement déjà presque bienveillante, source de ressources à partir de nos apprentissages et de nos expertises. Et puis bien sûr, Christopher Frith, que je cite comme étant le plus brillant actuellement, sur le plan des recherches et sur le plan de la vulgarisation. Vous n'avez qu'à lire Comment le cerveau crée notre univers mental, et un autre qui n'est pas traduit en français, qui vient de sortir en anglais, dans lequel il parle de cette notion de non-conscient, parce qu'il ne parle plus d'inconscient, c'est-à-dire de conscience bienveillante. Alors, pour terminer, finalement, puisqu'il me reste encore 3 minutes, on a vu l'importance dans la conscience de la motricité. Et ça pose la question extraordinaire du libre arbitre. Dans ma conscience, qui est-ce qui dirige? La réponse a été donnée, et vous le savez, je ne fais que reprendre cette expérience que vous connaissez, cette expérience de Libé. Libé en 1983, vous vous rendez compte, il y a déjà 30 ans. Pour ceux qui ont mon âge, ils se rappellent de cette publication qui a été révolutionnaire et qui a valu à Libé le prix Nobel. Prix Nobel qu'on aurait pu avoir nous aussi, que vous auriez pu avoir vous aussi, tellement l'expérience était facile à réaliser. Et il a eu le prix Nobel uniquement sur cette expérience. Je vous rappelle l'expérience, il a pris des étudiants en médecine ou en psychologie, car ça coûte pas cher, moins cher qu'un lapin de laboratoire. Le lapin, il faut le nourrir tous les jours. L'étudiant en médecine, un quart de pizza après l'expérimentation, ça suffit. Eh bien, sur cet étudiant en médecine, il a mis un électroencéphalogramme et il a mis un électromyogramme au niveau des muscles de la main. Il leur a mis en face une horloge et il fallait que l'étudiant, lorsque l'aiguille des minutes arrive sur midi, il fallait que l'étudiant appuie sur le bouton de façon consciente. Et la grande surprise de Libé, c'est qu'il s'est rendu compte que lorsque l'étudiant décidait consciemment d'appuyer sur le bouton, en fait, ses muscles, c'est-à-dire son corps, avaient déjà commencé le mouvement 412 millisecondes avant que son esprit ne donne l'ordre. Ça a été une révolution, pour ceux qui ont mon âge, on s'en rappelle, c'était la révolution du libre arbitre. Est-ce que c'est l'esprit qui dirige ou est-ce que c'est le corps, c'est-à-dire l'environnement qui fait réagir le corps et l'esprit ne vient que ratifier finalement. Ça a été une grande révolution, c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel et c'est pour ça qu'on ne l'a pas eu, parce qu'on n'avait pas eu le bon sens de penser à cette manip très simple. Et ceci a été confirmé par mon ami, puisque j'ai la chance de partager son amitié avec Bruno, on a la chance de travailler avec lui, c'est Alain Bertos, qui est professeur au Collège de France, qui est le grand spécialiste de la décision. Ceux qui n'ont pas lu ce bouquin, il faut le lire, hein, même s'il date d'il y a 4 ou 5 ans, il est encore actuel dans sa réflexion. Et Bertos s'est posé la question de qui prend la décision. Il a repris l'expérience de Libé, il est allé encore plus loin avec Frith, ils ont fait une manip supplémentaire. Et cette manip supplémentaire, vous auriez pu l'inventer aussi. Imaginez que derrière ce rideau, j'ai caché une personne qui vous connaît particulièrement. Elle connaît une personne ici très particulièrement. Cette personne, elle va apparaître, elle n'a aucune raison d'être ici. Elle est venue spécialement pour vous annoncer une nouvelle grave. Eh bien, si vous voyez cette personne arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Pas du tout. Hein? Qu'est-ce qui va réagir en premier chez vous? Oui, vous l'avez dit, hein, c'est votre cœur qui va réagir, hein, d'ailleurs c'était marqué là-dessus, voilà, c'est votre cœur qui va réagir. Et l'expérience a consisté à compléter l'expérience de Libé en mettant électroencéphalogramme, électromyogramme et électrocardiogramme. Et on a eu la surprise de voir que ce qui réagit en premier, c'est le cœur qui met en mouvement le système musculaire, les muscles, et ensuite l'esprit dit « Ah, c'est toi, que viens-tu faire ?» Et l'esprit, bien sûr, avec l'imagination, crée toutes les possibilités. Alors, cette priorité du cœur, elle est liée à plusieurs facteurs que je ne développerai pas, j'en parlerai sans doute dans l'atelier, la vision amygdalienne, les neurones miroirs qui se trouvent non seulement dans la zone prémotrice, mais aussi au niveau de l'intestin, deuxième cerveau, et au niveau du cœur, peut-être troisième cerveau. Tout cela, maintenant, commence à être connu, et pourtant c'était connu depuis longtemps, puisque vous avez par exemple ce héros que vous connaissez, qui nous a dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Lui, il n'a pas eu le prix Nobel pour ça, le petit prince, mais les autres l'ont eu, et pourtant, de façon intuitive, ils avaient vu. Et je dis bien de façon intuitive, car l'intuition, c'est l'intelligence du cœur, disons. L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse, et c'est confirmé par 2 personnes que vous connaissez, que j'aime beaucoup, Steve Jobs, et le courage de suivre ton cœur et ton intuition. Ils savent ce que tu veux, volonté de Schopenhauer au niveau de la conscience, réellement devenir, le reste est secondaire. Et puis,
Einstein qui a dit que l'esprit intuitif est un cadeau sacré et l'esprit rationnel est un servant fidèle. Nous avons créé une société qui honore le servant et qui a oublié le cadeau. Et alors, vous allez me dire, le rapport entre conscience et hypnose, eh bien, il est expliqué par cette représentation sphérique de la conscience. C'est ce que je développerai un petit peu dans l'atelier, on n'a pas le temps de le développer, mais c'est quelque chose qui a totalement modifié depuis quelques années notre apport clinique, car moi je ne suis qu'un clinicien, je ne suis pas un chercheur, un clinicien qui a une expérience un peu quotidienne depuis 20 ans dans les soins palliatifs, et je bénis le hasard qui m'a fait rencontrer les soins palliatifs il y a 20 ans, endroit où j'ai rencontré la douleur, la souffrance, l'inconfort, je dirais l'absence de plaisir, je dirais pour plagier Spinoza, l'absence de joie. Et pour moi, je dois dire que le meilleur palliatif à l'absence de joie, c'est l'hypnose. Et je vous remercie.